Moi, je m'appelle David Lénoret, j'ai 38 ans. Je suis médecin généraliste installé en zone rurale dans un centre de santé médicale. Donc, je suis salarié du coup. Concernant ce qui m'a fait à un moment donné donc, envisager ces études de santé qui m'ont amené à devenir médecin, principalement, très clairement, ça a été le rêve en fait. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais pas réellement d'idée en tête à 8, 9 ans, 10 ans. Et puis un jour, quand j'étais en 6e, je rencontre un camarade à moi dont les deux parents étaient chirurgiens pédiatriques à Saint-Brieuc. Donc c'était la famille Clou. Et je vais chez eux et puis autour de la table, on discute. Je suis invité à manger et puis à dormir et puis voilà, tout ça. Et puis je passe des vacances avec eux. Et puis je me dis, bah tiens, c'est quelque chose qui m'intéresserait, quoi. J'ai pas de membre de ma famille qui est dans les métiers de la santé, mais ce qu'ils m'ont raconté de ce qu'ils faisaient m'intéressait beaucoup. Et donc je me suis mis à rêver en fait. À 12 ans, j'ai commencé à rêver. Je me suis dit, tiens, et pourquoi pas? Et pourquoi je ne pourrais pas aussi moi devenir médecin? J'avais pas d'idée en fait précise du métier, mais en fait juste simplement déjà cette idée de rêve. Assez vite, j'ai compris qu'il allait falloir travailler à l'école de manière relativement correcte pour pouvoir aller vers ce rêve, c'est-à-dire avoir concrètement des notes correctes à l'école, être concentré en classe, et puis se divertir en dehors de la classe, mais déjà être dans le travail quand on est à l'école pour accéder à cette possibilité, après le bac, de choisir ses études. Donc ça m'a aidé quelque part, finalement, ce rêve m'a aidé à me concentrer, finalement, dans le cadre de mes études. J'aurais pas eu ce rêve, que je ne sais pas réellement ce que m'auraient dit les mathématiques en 3e ou en seconde, et si j'allais y passer du temps ou pas, et si j'aimais ou pas, en fait. Je ne me posais pas vraiment la question. Parce que comme j'avais ce rêve en tête, il fallait que je bosse les matières que j'avais à bosser. Donc je le faisais, quoi. Donc quand on est dans cette rêverie-là, on ne pense pas réellement à l'après. On ne pense pas, tiens, et combien de temps ça va prendre? Est-ce que je vais travailler réellement sur mes devoirs pendant 9 ans à ma table? Voilà. On ne pense pas à tout ça. Ça vient plus tard en réalité. Ça vient finalement à la première, voire surtout à la terminale. On se dit, mais attends, là c'est concret, je suis en terminale. Donc là, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à l'après, c'est-à-dire il va falloir que je m'inscrive, il va falloir que plus ou moins je demande des bourses sur critères sociaux si j'en ai les besoins, il va falloir que je m'intéresse à un logement, peut-être une cité universitaire, il va falloir que je voie avec mes parents, est-ce qu'ils peuvent financer en partie? Enfin voilà, ça se concrétise par la suite, mais le rêve déjà aide beaucoup à aller vers. En fait, j'insiste sur cette partie-là, parce que c'est mon témoignage, il vaut ce qu'il vaut, mais voilà. Moi, je m'appelle Cynthia Garignon, je suis un tout petit peu plus âgée, j'ai 52 ans. Par contre, je dirais au Clou que moi, je suis venue remplacer Catherine Clou à Saint-Brieuc. Donc, je suis chirurgien pédiatre. Je suis installée dans cette ville depuis une petite vingtaine d'années. Un peu comme toi, David, moi, je ne connaissais personne dans le milieu de la santé. Je suis née au Centre-Bretagne. J'ai été élevée au Centre-Bretagne et de parents qui étaient ouvriers. Et donc, personne autour de moi n'était dans la santé. Ce n'est pas du tout quelque chose que, à 8 ou 9 ans, j'ai rêvé parce que c'était... Enfin, je ne savais même pas qu'on pouvait devenir, en étant assez doué à l'école, médecin. Ce n'était pas du tout dans mon champ de vision. Et j'ai eu la chance, je pense, de rencontrer en début de terminale un conseiller d'orientation. Et j'étais très jeune en début de terminale, parce que je suis de la fin de l'année, j'avais été une bonne élève, donc je n'avais que 16 ans. Et ce conseiller d'orientation m'a posé des questions pour savoir ce que je voulais faire. Et donc, je n'avais pas du tout d'idée. Vraiment, en début de terminale, je ne savais pas. Et donc, il a un peu creusé pour me dire, qu'est-ce que tu aimes? Et là, en fait, je lui ai dit que j'aimais prendre soin des autres. J'aimais être en relation avec les autres. Et je ne connaissais des métiers de la santé que des professionnels de santé qui prenaient soin, notamment de ma mère, qui avait des problèmes de santé. Et je lui ai dit, en fait, je pense que j'aimerais bien aider les autres, comme par exemple les kinés ou les infirmières qui viennent prendre soin de ma mère. Et là, il m'a dit, mais pourquoi kiné ou infirmière? Donc j'avais 16 ans, j'étais plutôt une bonne élève, mais pas brillante, notamment en maths et en physique. J'étais quand même assez mauvaise même, en maths et en physique. Et il m'a dit, mais donc pourquoi ne pas aller à la faculté de médecine? Je n'avais jamais imaginé aller à la faculté de médecine. Mais ça m'a ouvert le champ des possibles.
Et donc, quand je suis rentrée chez moi pour dire, en fait, j'ai envie d'aller à la faculté de médecine, bon, on m'a répondu, fais infirmière, ce sera déjà bien. Bon, du coup, ça m'a challengé un peu, il faut bien le dire. Et je me suis accrochée à cette idée et je me suis renseignée et j'ai fait un peu comme David, je me suis mise à rêver en fait. Et puis, ça m'a permis de passer, de me motiver pour combler un peu mes lacunes en maths et en physique, qui vraiment étaient importantes, je peux vous le dire. Et surtout, ça m'a motivée pour me renseigner et pour me rendre compte qu'il fallait commencer à travailler et qu'il fallait apprendre à travailler. Apprendre à apprendre. Moi, j'ai passé le concours du coup en 87, donc dans les pires années du numerus clausus, où il y avait, donc à la faculté de médecine de Rennes, on était 1100 en première année. Et il y avait 101 places, donc 1 sur 10. Donc ça sélectionnait quand même beaucoup. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je travaille beaucoup et que je me mette que j'apprenne à apprendre, parce que les méthodes de travail, c'est extrêmement important. Et donc, ça m'a beaucoup motivée. Donc voilà mon témoignage à moi pour mon entrée dans ce futur cursus. Moi, c'est Renan Dupré, je suis psychiatre. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, les deux parcours que j'ai entendus jusqu'à maintenant, vous allez en avoir un troisième qui est complètement différent. C'est-à-dire que moi, j'avais aucune idée de faire médecine, mais alors pas du tout. Je voulais faire du droit. Et donc, j'avais dans la tête de faire du droit. Et j'étais très intéressé par être avocat, être juge. Enfin, j'ai passé toute ma scolarité à avoir ce souhait-là, avec la mauvaise surprise d'être un petit peu à l'inverse du docteur Garignon. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt doué en maths et en physique, et j'étais plutôt très mauvais en français. Et donc, le droit, c'était un peu compromis, dans ma tête en tout cas, en me disant, si je ne suis pas très très bon en rédaction, en choses comme ça, comment je vais réussir à faire du droit? Et c'est en discutant avec des copains de classe. Alors, il se trouve quand même que dans l'histoire, moi, j'avais une famille qui était proche du soin, puisque j'ai une mère infirmière, et que je pense que je ne voulais pas faire de soins, peut-être à cause de ça. Et donc, des copains... au moment de la première, me disent « Ah ouais, on va faire médecine, viens avec nous. » Bon, donc j'ai suivi un petit peu le groupe, et il se trouve que j'ai raté. J'ai raté le concours, parce que j'ai passé mon concours quelques années après toi, mais c'était le même ratio, c'est-à-dire que j'étais à Paris, il y avait 1000 places, il y avait 1000 candidats et une centaine de prix. Et bien sûr, je l'ai raté. À cette époque-là, on pouvait passer une deuxième année. Donc, j'ai passé une deuxième année que j'ai également ratée. Je me souviens le jour de mon deuxième échec au concours, où je suis arrivé à la maison avec mes résultats. J'étais un peu déconfit quand même. Ma mère me dit « De toute façon, c'est mieux comme ça. Tu n'avais aucune psychologie. C'est très bien que tu ne sois pas médecin. » Bon. Donc, avec ces bonnes nouvelles, j'avais raté, mais pas suffisamment pour ne pas avoir le droit à une passerelle. Donc, j'ai eu une passerelle qui m'a permis d'aller en deuxième année de biologie. Et donc, j'ai fait des études de biologie. J'ai fait des études de biologie jusqu'à obtenir un doctorat de virologie. Et puis, j'ai commencé à faire mon travail dans ce domaine-là. Et j'avoue que je me suis beaucoup ennuyé, énormément ennuyé, et qu'il me manquait quelque chose que je recherchais, qui était un contact humain avec des gens, avec un travail qui n'était pas en face de tube à essai, mais qui était bien en face de personnes. Et puis, un aléa de la vie a fait que j'ai rencontré une collègue qui m'a dit « Sais-tu qu'il y a une passerelle qui existe pour permettre aux gens qui ont un doctorat de sciences de retourner en médecine ?» Ah non, je ne savais pas. Et donc, j'ai postulé à cette passerelle que j'ai eue. Et donc, 10 ans après cet échec cuisant, je suis revenu en médecine sans passer par le concours. Pierre Fillat, un des médecins de l'équipe de réanimation de l'hôpital de Saint-Brieuc. Je suis arrivé dans l'hôpital depuis 5 ans maintenant. J'ai fait tout mon cursus sur Rennes, moi, de la première finalement à ce qui se passe après l'internat, avant d'arriver sur l'hôpital de Saint-Brieuc. Moi, je suis là plus pour vous parler après de la formation justement de ces études médicales. J'ai
un poste de professeur associé au sein de l'université de Rennes en fait, et depuis cette année. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir, pour vous parler de ça, des études de santé. Moi, je suis docteur Alice Torneau, je suis médecin généraliste à Dinan. Et donc, voilà, je suis aussi assistante universitaire. Donc, comme David et Pierre, j'ai aussi un poste à la fac de médecine. Et donc, un de mes rôles, c'est aussi de venir vous parler de mon métier, du coup, aujourd'hui. Je pense qu'à la base, je voulais être pompier, puis je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout assez sportive pour faire ça. Du coup, je suis plus vite partie sur l'idée de m'occuper des personnes. Et je pense, comme souvent quand on commence, je m'étais dit que je voulais être neurochir. Voilà, c'était mon truc. Voilà, je regardais trop Urgence à l'époque. Et j'ai beaucoup changé, puisque maintenant je suis ravie d'être médecin généraliste et que ce n'est pas du tout par dépit. Moi, j'ai fait un lycée. Alors moi, j'étais à Orléans, donc rien à voir avec la Bretagne. Et j'ai fait un lycée classique. J'ai fait, à l'époque, on avait option SVT dans mon bac scientifique. J'ai eu plutôt des bonnes notes au bac. Du coup, je suis arrivée assez confiante en première année de médecine. Tout le monde m'avait dit, oh, tu verras, tu l'auras du premier coup, tu as tout le temps eu des bonnes notes. Je ne l'ai pas eu du premier coup parce que du coup, j'ai rien foutu. Donc, comme quoi aussi, pour vous dire que ce qui compte, c'est ce que vous faites la première année. Et c'est ça qui compte le plus. Voilà, et donc j'ai enchaîné après, du coup, une fois qu'on rentre dedans, on suit les années les unes après les autres. Et donc j'ai fait tout ça à la faculté de médecine de Tours. Et puis après, j'ai choisi la Bretagne parce que la Bretagne, ça vous gagne, sans regret. Pour ma part, du coup, moi, je suis un briochin de naissance et j'ai fait mes études au collège lycée Saint-Charles, et donc ma terminale S à Saint-Charles, avant de m'inscrire, du coup, et de partir sur Brest pour la faculté pour les 6 premières années. Du coup, j'ai eu le concours. Et puis ensuite, se sont enchaînées, comme le disait Alice, les années. Simplement, les années s'enchaînent quand on n'est pas forcément issu justement de ce milieu-là, avec des doutes en fait. C'est pas forcément un long chemin où on se pose pas de questions. On se pose des questions parce qu'autour de nous, nos frères et sœurs, ils font pas forcément ces études. On en est à 2 ans, 3 ans, 4 ans, et des fois, on a des doutes. Alors il faut qu'on se rassure. On va vers les camarades, on pose des questions. Et toi, comment tu te sens dans les études? Comment t'es? Donc c'est normal d'avoir des doutes, quoi. Si vous doutez même après, c'est logique parce que si autour de vous il y a personne qui fait ce métier-là, des fois, on est amené à se poser des questions, quoi. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que, enfin voilà, des questions de cet ordre-là. Donc, on se rassure avec les camarades, avec les soutiens familiaux également. Et puis, on poursuit parce que c'est ça qu'on voulait faire. Et effectivement, on se trompe pas. Ensuite, j'ai fait ma spécialité donc de médecine générale à Toulouse. Donc, autre région. C'était l'intérêt aussi de ce concours de fin de 6e année qui permet aussi de changer de région, de basculer. Et puis découverte de l'accent toulousain, du quart d'heure toulousain, de tout un tas de choses, de la gastronomie, et puis de beaucoup de joie aussi, de collègues internes qui venaient de toute la France. Enfin, voilà. Donc il y a un grand mélange qui est très agréable quand on sort justement de 6 ans dans une fac, d'aller dans une autre fac et puis de voir, de rencontrer encore d'autres personnes. Enfin, c'est des études où on rencontre beaucoup de monde, quoi, hein, que ce soit des patients, des médecins dans les services, des infirmiers, des aides-soignants. Enfin, voilà. On rencontre énormément de monde. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'on se forme toute la vie au final. On se forme toute la vie, c'est-à-dire que le parcours de formation, il n'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on se forme. Encore aujourd'hui, on lit, on se retrouve avec les autres collègues médecins, et puis on fait des formations autour de thèmes d'actualité ou moins d'actualité, mais on continue à se former. Alors on met en place ce qu'on peut appeler des veilles sanitaires, et puis on s'informe et on essaye que ces informations nous permettent d'être à jour dans les soins qu'on est amené à donner aux personnes et surtout dans l'accès aux droits qu'ils peuvent avoir, quoi. Parce que les droits, tu évoquais le droit tout à l'heure, le droit, il évolue vachement, la législation évolue énormément. Et donc, pour faire bénéficier à nos patients des derniers éléments, il faut se tenir informé assez régulièrement. Moi, j'ai eu mon bac, pas brillamment, il faut bien le dire, j'ai eu 10,01. Et quand vous partez avec 10,01 au bac, vous ne partez pas hyper confiante. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que quand on arrive quand même en première année de médecine, quels que soient vos acquis, alors un peu, sauf si vous êtes vraiment très bon en maths et en physique, où vous allez avoir un peu de maths et de physique, mais le reste, tout est nouveau et tout est nouveau pour tout le monde. Vous n'avez jamais appris avant l'anatomie, vous n'avez jamais appris avant l'embryologie, l'histologie. Ce sont que des matières nouvelles.
globalement, quand même, tout le monde est à peu près au même niveau en arrivant. Et effectivement, même s'il n'y a plus de concours, ça reste qu'il y a une sélection non négligeable à la fin de la première année. Alors, c'est même pas à la fin, parce que maintenant, la sélection, elle est carrément au bout de 3 mois. Il y a une première sélection, quand même, ou 4 mois. Et ensuite, c'est presque au bout de 6 mois. Donc, ça va très, très vite. Et il faut, quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut apprendre à apprendre, il ne faut pas perdre son temps à découvrir 10 méthodes de travail. Il faut savoir comment ingurgiter vite une très grande quantité d'informations. Et donc, il faut être très organisé, il faut être structuré dans sa journée, ne pas perdre trop de temps, ne pas passer son temps à swapper sur son téléphone parce que sinon on ne peut pas y arriver. Si on est arrêté par 10 notifications par heure dans son programme de révision, eh ben, on ne peut pas se concentrer. Et donc ça, il faut quand même se dire que pour y arriver, il faut travailler beaucoup. Et ça prépare au fait que dans notre métier, on travaille beaucoup. Vous avez vu, on est quand même plusieurs d'entre nous à être arrivés en retard. Les médecins sont souvent en retard. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont envie de se faire attendre. C'est parce qu'on a quand même généralement dans la journée des plannings qui ne permettent pas de tout caser et qu'on est toujours en train de courir et qu'on a quand même effectivement globalement une charge de travail assez importante. Et du coup, ces études-là, où dès le départ, il faut travailler beaucoup, ça permet, je pense, en partie de faire en sorte que ceux qui n'ont pas cette capacité de travail importante, effectivement, ils n'y arrivent pas. Et qu'il vaut mieux qu'ils aillent faire autre chose parce qu'ils seront en difficulté, de toute façon. Donc, voilà, moi, j'avais quand même un message à vous faire passer, c'est que quel que soit votre niveau, là, en terminale ou en première, vous pouvez y arriver. Ça, j'en suis convaincue. Par contre, c'est au prix de beaucoup d'heures de travail. Et je pense que maintenant, à votre génération, là, vous avez un handicap énorme. C'est Netflix, les réseaux sociaux, Canal+, et tout cet accès à des divertissements que, sincèrement, moi, dans ma chambre d'étudiante en cité universitaire, j'avais pas. Il y avait une télé dans une chambre commune, dans une salle commune, avec essentiellement squattée par des mecs qui regardaient du foot. Donc, bon, intérêt qui me paraissait très limité. Donc, du coup, j'avais quand même pas beaucoup de sources de divertissement et ça m'a certainement aidé. Et là, maintenant que vous avez dans la main une source de divertissement tout le temps à disposition, c'est plus difficile, je pense, pour vous, sincèrement. Mais ceux qui n'arriveront pas à se discipliner pour le mettre sur vibreur au fond du sac, ça sera plus compliqué. Donc, voilà ma petite part de témoignage sur le parcours de formation. Moi, vous avez compris que de fait, j'avais pas très bien compris qu'il fallait travailler beaucoup. J'avais même pas compris du tout. Je m'en étais plutôt pas mal sorti jusqu'alors, c'est-à-dire que j'ai passé mon bac et j'ai eu pareil, peut-être un tout petit peu plus de 10,7. Mais bon, c'est comparable. J'ai réussi à passer ça avec 10,7 sans jamais travailler beaucoup. Je me débrouillais pas mal, j'écoutais ce qui se passait et puis je m'en sortais pas si mal. Mais en effet, en première année de médecine, je n'ai pas pris le rythme du tout. Je me suis dit, ça va passer comme c'est toujours passé. Et c'est pas passé du tout, 2 fois de suite. Et j'ai appris à travailler après. Et les 10 ans, finalement, d'études qui m'ont amené à mon doctorat de sciences, ça a été 10 ans où j'ai appris à travailler, où j'ai fait autre chose. Donc je me suis ennuyé, certes, mais j'ai appris à travailler, ce qui fait que quand je suis revenu en médecine, alors j'avais plus le concours à passer, fort heureusement pour moi, parce que j'aurais été capable de le rater une 3e fois, mais j'avais des méthodes de travail qui m'ont permis de récupérer les 2 années d'anatomie et d'histologie et de tout ça, que donc je n'avais pas fait, puisque je suis arrivé en 3e année. Et donc ça a été un peu compliqué. Ça a été une année lourde, mais avec une méthodologie de travail que j'avais réussi à acquérir pendant 10 ans. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis après, parce que tu n'es pas allé jusqu'à l'internat, mais il y a la 2e étape, qui est l'internat, ce concours qu'on a en 6e année, et qui permet, en fonction du classement, alors c'est un concours national,
Donc c'est un classement qui a quand même une importance certaine. Et en fonction de ce classement, on va pouvoir choisir d'une part sa spécialité et d'autre part le lieu où on va pouvoir exercer cette spécialité. Pas besoin de vous dire que si on veut être ophtalmologue à Paris, c'est très compliqué. Si on veut être psychiatre, ça se passe beaucoup mieux. Il y a moins de difficultés. Donc, en fonction de la spécialité qu'on veut faire, on a aussi une pression qui n'est pas la même. Alors, moi, il se trouve que dès le départ, je savais que je voulais un métier dans les métiers médicaux, une spécialité qui était au contact des gens. Donc, j'étais parti avec en tête quelques spécialités comme la psychiatrie, la médecine générale, et puis j'avais, je crois, je ne sais plus ce que j'avais en troisième position. Mais donc, c'était des spécialités qu'on pouvait obtenir, j'ai envie de dire, assez facilement dans le classement de l'internat, ce qui fait que je n'avais pas une pression folle. J'étais assez serein par rapport à ça. Je voulais être un médecin correct, donc je suivais mes cours raisonnablement, je travaillais correctement, mais je n'avais pas la pression qu'avaient certains de mes camarades. Moi, j'étais à Paris, et j'avais certains de mes camarades de promotion qui, eux, voulaient impérativement une spécialité bien définie à Paris. Et là, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même pression. Donc moi, je n'ai pas eu une pression énorme. J'ai fait mon parcours en validant tout proprement, mais c'était plus simple quand on sait ce qu'on veut faire à la fin. Vous avez entendu qu'on parle beaucoup de concours et globalement, c'est des études sélectionnantes et donc on est en concurrence les uns contre les autres. Et ce qui est, y compris au concours de l'internat, au bout de 6 ans, vous voulez... Alors moi, je voulais seulement être chirurgien. Il fallait être dans les 500 premiers en France. Donc, et quand... voilà, vous êtes donc vraiment en concurrence les uns contre les autres. Et malgré tout, mon conseil, ce serait travaillez pas tout seul. Travaillez, faites ce qu'on appelait à l'époque des sous-cols... on en parle d'ailleurs à Saint-Brieuc souvent aux premières années et que c'est plus facile à Saint-Brieuc parce que c'est donc une petite promotion en première année de faire des petits groupes de 3-4 qui vont vous aider à vous remotiver parce que des doutes, il y en a. Et voilà, faut travailler beaucoup. Au bout d'un moment, il y a des moments où on n'en peut plus, y compris quand on passe le concours de l'internat. Alors moi, en sous-col, un concours de l'internat, quand on avait un petit coup de lâcher prise, il y en a un d'entre nous, de mes groupes de 4, qui nous a tué être psychiatre à Besançon. On disait, non. non, moi, je vais être chirurgien à Rennes. Et donc, voilà, le petit coup pour se rebooster, c'était ne pas être psychiatre à Besançon. C'est pas sympa pour les psychiatres, ni pour les gens de Besançon. Mais bon. Et donc, toujours est-il que à plusieurs... il y en a toujours un quand il y en a un qui décline, les autres sont là pour vous rebooster. Ils vivent la même chose que vous. Et donc, alors, il y a les parents pour vous aider, les frères et sœurs, les amis proches qui vont... mais les amis proches, parfois, ils vont vous dire « Non, mais comment ça, tu viens pas boire une bière? On est samedi soir, quoi. Lâche un peu. » Et même la famille, parfois, ils vont dire « Non, mais attends, c'est Noël, là. Il faut que tu arrêtes de travailler. » Non, en fait, non, Noël ou pas. Alors, vous pouvez vous arrêter de faire le réveillon, mais pas une semaine, quoi. Et donc, les gens qui ne sont pas dans le même trip que vous, ils ne comprennent pas forcément ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-là. Et ils peuvent vous donner... des mauvais conseils en disant non mais il faut que tu te détendes, viens au ciné, tout ça. Alors que les gens qui sont en même temps que vous à faire la même chose que vous, ils comprennent exactement ce que vous êtes en train de vivre et c'est eux qui peuvent le plus vous aider, vous rebooster ou vous dire là écoute, effectivement on fait une pause. Et il y a un truc qui est essentiel quand on bosse à plusieurs, quand vous expliquez à quelqu'un d'autre quelque chose qu'il n'a pas compris, si vous êtes capable de l'expliquer, c'est que vous le maîtrisez parfaitement. Et donc vous savez que vous le savez. Et ça, expliquer à quelqu'un, c'est pas perdre du temps, c'est vous assurer que vous n'avez pas besoin d'y revenir. Vous n'avez pas besoin dans le tour d'après de révision. Et peut-être qu'en l'expliquant, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un truc qui va vous dire non, mais attends, t'es sûr de ça là? On va aller vérifier. Et puis vous aviez compris à côté où il y avait un truc qui vous manquait. Et donc ce travail en petits groupes, c'est une motivation. C'est une aide et c'est pas parce que effectivement il y en aura, tout le monde n'y arrivera pas, mais malgré tout, moi mon conseil ce serait de travailler ensemble et de pas être tout seul parce que tout seul c'est vraiment difficile. Si je peux rajouter quelque chose, c'est alors je suis un tout petit peu moins dur que Cynthia, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi réussir à vivre pendant 1 an.
C'est-à-dire que si vous ne faites que travailler, vous allez oublier de manger et de dormir. Or, il faut manger, il faut dormir. C'est important. Mais en effet, le fait d'être en groupe, et ça, j'ai pu l'expérimenter, c'est quelque chose qui fait qu'on a toujours la possibilité de discuter et de se réexpliquer quelque chose. Et en effet, alors moi, je suis allé au cinéma avant l'internat, mais en allant au cinéma, on allait au cinéma ensemble, dans notre petit groupe de travail, et sur la route qui nous amenait jusqu'au cinéma, on bossait. C'est-à-dire qu'on se parlait, on se posait des questions, on se machinait, on arrivait au cinéma, on écoutait le cinéma, on ressortait, hop, et puis on recommençait les questions. Et donc il y a quand même cette régularité, et quand on parle de régularité, c'est pas je le fais bien tous les week-ends proprement, c'est vraiment tous les jours. C'est un travail quotidien, une régularité vraiment quotidienne, de s'astreindre à ça. Mais ça devient assez vite, quand on le fait en groupe, un jeu. Et je pense qu'on peut y trouver du plaisir. Donc ce qui est dit là, c'est pour passer la première année principalement et la 6e année, quoi. Parce qu'entre la première et la 6e, il y a la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, donc pas mal d'années où c'est plus tranquille. Il faut le dire, d'accord ? Parce que, voilà, on a l'impression sinon... Donc 2e, 3e, 4e, 5e, c'est plus tranquille. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'examen classant sur le plan national, que vous avez à passer des partiels comme dans toute école ou dans toute faculté. Et que la plupart des étudiants en fait passent ces partiels sans trop de difficultés, parfois avec rattrapage, mais enfin voilà, on n'en perd pas beaucoup à ce moment-là. Dire aussi que dans l'organisation, donc sur cette première année et sur la 6e année, quand il s'agit de réviser, c'est un peu comme au bac, quand vous allez réviser les annales du bac, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a des questions qui sont très redondantes en fait. C'est-à-dire que les professeurs qui posent des questions, ils aiment bien poser souvent les mêmes questions. Parce que pour eux, c'est le sujet important ou la question importante. Donc, bosser les annales, c'est un truc très important que moi, j'ai appris au 2e quadrimestre. Mon premier quadrimestre, je l'avais fait en première année sans bosser les annales. J'ai vu ma moyenne. Et le 2e, je l'ai fait en bossant les annales. Et j'ai vu que ça avait tout changé. C'est-à-dire que en fait, je me concentrais dans mes apprentissages sur des questions que posaient régulièrement les professeurs. Et donc, dans les annales de 5 ans en arrière, ou 3 ans en arrière, ou 6 ans en arrière, voilà, pas hésiter à remonter et à bosser beaucoup les annales et en revenant comme ça, en faisant des allers-retours avec les cours. Les 3 premières années sont assez théoriques, mais très très vite, c'est des études où on est en apprentissage en fait. On est en formation dans des services hospitaliers. Et très vite, vous arrivez à être en groupe et vous êtes avec le patient, avec des professionnels de santé qui sont... Et vous découvrez que ce métier, c'est un métier de relation et c'est un métier d'équipe. Et donc, c'est pour ça que je vous ai que travailler dès la première année en équipe, il n'y a aucun médecin qui travaille tout seul. Même un médecin installé dans son cabinet, il ne travaille pas tout seul. Il travaille avec des professionnels de santé autour. Alors, à l'hôpital, c'est encore plus vrai. À l'hôpital, nous, on est des grosses équipes. Et tout le monde dans un service, de l'aide-soignant au brancardier, du chef de service, tout le monde a sa place, sa mission, son rôle. Et ça, il faut savoir travailler en équipe. Je pense qu'on va arriver au pourquoi, enfin les choix du métier. Il faut aimer communiquer avec les autres. Le métier de médecin, quel qu'il soit, même chirurgien qui est un métier technique, c'est un métier de communication. Vous devez avant apprendre à communiquer avec vos patients. Alors si quand on fait bien ce métier, c'est un métier de communicant aussi. Avant, après, pendant l'intervention, vous devez apprendre à communiquer avec l'équipe qui est autour de vous. Le médecin anesthésiste qui endort le malade, les infirmières qui vont vous préparer vos instruments. Donc, tous les métiers sont des métiers de communication. Et donc, si vous n'aimez pas être en relation avec les autres, ne faites pas ce métier-là. Je pense que c'est essentiel. Et il faut aimer travailler donc en équipe. Il faut aimer être dépendant des autres. Un chirurgien ne peut pas opérer tout seul. Vous mettez le meilleur chirurgien du monde tout seul dans un bloc opératoire, il est incapable. Il ne sait pas chercher la boîte d'instruments. Et donc, c'est un métier où on a besoin les uns des autres et on est dépendants les uns des autres. Et donc ça, je pense que c'est un message que je voudrais passer, qu'il faut aimer ce travail d'équipe. Je disais tout à l'heure que j'exerçais en centre de santé médical. Donc mon employeur à moi, par exemple, c'est la mairie de la ville où j'exerce, c'est-à-dire la Chaise.
Donc Alice présentera son activité, c'est un peu différent. Donc on peut être médecin généraliste salarié d'une structure de soins et on peut être médecin généraliste libéral. Et puis on peut être les deux à la fois. On peut avoir une activité mixte, salarié et libéral. Enfin, tout est envisageable. Concernant du coup l'exercice en centre de santé, j'y exerce 3 jours par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi, avec des horaires qui vont de 9h à 18h30, 19h. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Donc ce sont les enfants. Et le vendredi, du coup, j'ai un poste à la faculté de médecine de Rennes. Et du coup, je travaille dans ce cadre-là et je vais sur le terrain rencontrer à la fois des élus et puis des chargés de mission santé, enfin, donc des personnes en gros qui travaillent autour de l'animation des territoires et autour de l'animation des territoires dans le cadre de la santé. C'est-à-dire comment on crée des événements pour que les professionnels se rencontrent, participent à des soirées, se reconnaissent, parce que c'est comme ça qu'on travaille en fait. Cynthia Garignon évoquait l'équipe. Et donc, c'est l'équipe qui peut être centrée sur la structure de soins et puis voir en dehors de la structure de soins, quoi. On peut être amené à se rencontrer. À l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle des CPTS, donc on se rencontre sur des territoires encore plus grands. Donc, l'importance d'avoir des événements comme ça, on se retrouve avec également des infirmiers, des kinés, des services de soins à domicile. Donc, on dialogue de plus en plus ensemble, en fait, sur le terrain. Ce qui fait que ça devient un métier de plus en plus intéressant, finalement, celui de médecin généraliste. Je prêche pour ma paroisse ce soir. Par ailleurs, donc, on travaille en équipe. Je reviens sur le mot équipe, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul, isolé dans son cabinet. Pas en 2023 en tout cas, ça paraît compliqué. Et donc, on s'entoure. Et on s'entoure, par exemple, pour nous, d'une infirmière de santé publique. On appelle ça une infirmière azalée, qui va travailler avec nous et qui va recevoir les patients qui ont besoin d'informations de manière plus longue, plus précise sur des maladies cardiovasculaires comme le diabète ou la tension ou des maladies respiratoires, qui va pouvoir faire du coup des examens qu'on va pouvoir nous interpréter, mais ça nous fait gagner beaucoup de temps. On va travailler avec un secrétariat. Un secrétariat, c'est hyper important. C'est l'accueil, en fait. Vous arrivez dans une structure et il y a un accueil physique. Ça change tout par rapport à l'absence d'accueil physique. Donc un secrétariat, c'est très important. On travaille avec cet outil-là aussi et ces personnes. On travaille avec des assistants médicaux qui vont nous assister dans la consultation. Ils vont faire la prise de tension, le poids, le recueil des motifs, la mise à jour des antécédents, la récupération des comptes rendus. On récupère beaucoup de comptes rendus. On a besoin d'appeler souvent les hôpitaux et les cliniques pour récupérer les comptes rendus de consultation ou d'hospitalisation pour qu'on puisse faire la continuité des soins. En fait, on ne pourra pas faire, nous, généralistes, la continuité des soins si on n'a pas les comptes rendus. Donc, on va les piocher et du coup, c'est les assistantes qui le font. Ça nous fait gagner un temps fou également. On va travailler aussi avec nos internes, c'est-à-dire avec les étudiants que l'on forme et qui viennent dans nos structures, donc les internes de 7e année et les internes de 9e année actuellement. Bientôt, il y aura effectivement une 4e année donc, ajoutée à la formation des internes de médecine générale. Donc on aura bientôt des docteurs juniors également. Et puis il y a des externes, c'est-à-dire ce qu'évoquait Cynthia, c'est-à-dire que vous commencez les stages en fait, et l'imprégnation assez tôt, dès la 3e année il me semble, 4e. Et le stage de médecine générale est prévu en 5e, si je ne me trompe pas actuellement maintenant. 5e, 6e année. Donc voilà, on reçoit aussi ces étudiants, on reçoit aussi les étudiants qui doutent. J'évoquais le doute tout à l'heure. On peut avoir un rôle de ce qu'on appelle mentor. Ça veut dire simplement qu'on vient soutenir un étudiant qui se pose des questions dans le cadre de son exercice. Tiens, ça me semble un peu long, c'est pas assez concret pour moi. Je croyais que l'étude de médecine c'était plus concret. Moi, je voulais prendre des responsabilités assez vite, etc. Bon, bah, c'est pareil. Il faut rassurer, les faire venir dans nos structures, voir comment ils peuvent se projeter en disant ah bah oui, bah, je suis d'accord de continuer comme ça. À partir du moment où l'exercice ce sera celui-ci, ça me convient. Enfin, donc voilà, on a plusieurs casquettes. Ensuite, on forme aussi dans les nouveaux métiers, on reçoit en stage des IPA, donc les infirmiers de pratique avancée. Ça fait partie des nouveaux métiers que vous avez peut-être entendu parler. Je régule également au SAMU, au 15, ici à Saint-Brieuc, et on participe à la maison médicale de garde, la plupart d'entre nous, les médecins généralistes. Donc, pour ma part, je le fais à Saint-Brieuc également. Donc voilà, on peut être à la fois sur le centre de santé, libéral pour ce qui est de la régulation au SAMU et de la garde, être maître de stage et recevoir des internes, également être assistant universitaire à la fac, voilà, tout en ayant ce mercredi pour les enfants. Moi, je suis médecin généraliste comme David, donc je vous parlerai de ce que je connais. Moi, j'avais découvert ce métier-là pendant mon stage du coup d'externe. Donc j'étais en 5e année quand j'ai fait ce stage-là. Et ce qui m'a plu et ce qui me plaît encore aujourd'hui, c'est qu'on fait de tout. Et ce qui est super, c'est là, je sais pas, aujourd'hui par exemple, j'ai vu une dame pour la première fois de 85 ans. Voilà, elle n'a plus de médecin, on se rencontre, on fait le point.
Elle me raconte sa vie, 85 ans de vie. Et puis juste après, je vois un bébé de 5 mois qui a attrapé un virus et qui va pas très bien, et les parents sont inquiets. Et en fait, de faire tout ça dans la même journée. Alors des fois, c'est très lourd parce qu'on entend beaucoup d'histoires, beaucoup de choses tristes, mais aussi des fois plein de choses joyeuses. Et de passer comme ça un peu du coq à l'âne, et ben, c'est ça qui est assez stimulant. On ne sait jamais ce qui va arriver derrière, comment ça va être. Et ça, c'est vrai que c'est super agréable. Et on a l'occasion, on en a parlé un petit peu, mais de se former tout le temps aussi. Hier soir, nous, on a fait une réunion de formation avec nos collègues de l'hôpital qui nous ont parlé des douleurs du dos chroniques. Et on était tous ensemble dans une salle à discuter. Et voilà, c'était super. Et donc, je pense que j'apprécie aussi de faire ça, d'avoir des choses un peu différentes tous les jours. Et c'est ça qui fait un peu la richesse du métier. Après, c'est des grandes journées, hein, c'est ce que disait Cynthia, ça veut dire que les journées que vous allez passer à apprendre, c'est aussi s'entraîner effectivement à tenir un rythme de travail. Donc on commence les consultations à 9h, parfois avant. Le midi, des fois on mange vite parce qu'il faut aller voir une mamie à l'EHPAD qui va pas bien. Et du coup, le soir, après, les consultations se terminent à 19h, mais on a après pas mal de papiers derrière. Donc le soir, on rentre plutôt à la maison vers 20h, quoi. Donc ça fait des bonnes journées. C'est important de se garder. David il disait mercredi c'est le jour des enfants, mais on a tous un peu notre journée comme ça, un peu plus cool, et c'est important d'organiser son temps de travail aussi de cette façon-là. Voilà. Et puis après, l'autre possibilité, c'est ce qu'a dit David, mais c'est que vous pouvez tout faire. Mais même si médecin généraliste, c'est particulièrement vrai parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. On peut être médecin généraliste et décider de faire plein de suivis de gynécologie, plein de suivis de pédiatrie, et ça c'est possible aussi. Mais c'est vrai aussi à l'hôpital, et je pense qu'ils sauront nous dire. Et le travail à la fac là qu'on fait aussi tous les deux, voilà, moi je m'attendais pas, quand je m'étais dit que j'allais être médecin, que j'allais faire des cours à des étudiants en médecine. À la base c'était pas mon projet, et maintenant j'adore faire ça. La journée type chez nous, il n'y a pas une journée type. Nous à l'hôpital, on travaille en activité qu'on appelle postée en demi-journée. Et donc sur des demi-journées, vous faites des choses très différentes. Donc il y a des demi-journées où vous faites de la consultation, donc qui ressemble beaucoup à ce que font les médecins généralistes en cabinet. Et là, typiquement, quand vous êtes chirurgien, vous rencontrez pour la première fois votre patient en consultation. Il vient vous voir, adressé la plupart du temps par son médecin traitant. Et donc, vous allez pouvoir l'examiner et discuter avec lui, et pour moi, avec lui et ses parents. Et donc, déterminer si oui ou non il y a besoin d'une intervention. S'il y a besoin d'une intervention, leur donner toutes les informations. À la fois d'expliquer pourquoi, les avantages, les inconvénients, les complications. Et ensuite, vous allez passer le relais à une assistante qui va donner toutes les informations du point de vue organisationnel. Donc, vous allez pouvoir passer comme ça une demi-journée de consultation. Sur une demi-journée de consultation, vous voyez, entre 10 et 15 patients. D'autres demi-journées sont des demi-journées de visite des malades hospitalisés. Donc, quand vous avez été opéré, vous êtes hospitalisé pendant 1 ou plusieurs jours. Et donc, évidemment, chaque jour, le chirurgien vient faire la visite. Et donc, quand vous êtes de visite, vous faites le tour de tous les patients hospitalisés dans le service, les vôtres, mais aussi les patients qui ont été opérés par vos collègues, qui ont laissé des consignes. Et donc, vous allez voir le patient pour savoir s'il est bien, s'il y a des complications, s'il répond à ces questions, à ceux de ses parents. Préparer sa sortie, éventuellement prendre contact avec son médecin s'il y a des choses particulières à organiser pour sa sortie. Donc ça, c'est les activités de visite. Et quand vous êtes chirurgien, bien entendu, vous passez aussi des journées au bloc opératoire. Alors maintenant, au bloc opératoire, on n'est plus en demi-journée, mais en journée complète. Et donc, généralement, c'est 1 ou 2 jours par semaine. Et en fait, maintenant, quand vous allez au bloc, vous y rentrez à 8h30 le matin et vous en sortez à 18h, 18h30, donc en dehors des urgences. Vous passez toute votre journée au bloc et là, vous enchaînez les interventions les unes après les autres sur un planning qui a été fait auparavant. Vous savez combien de temps mettre. Vous savez que le planning il est prévu parce que vous savez globalement avec l'expérience que vous allez mettre 1h30 à faire telle opération, 1 demi-heure à faire telle autre, et donc vous avez un planning qui est rempli de. Alors évidemment, il y a s'interfère l'appendicite qui arrive, la brûlure, les urgences, mais donc c'est pour ça qu'on est souvent en retard. Mais globalement, vous passez votre journée au bloc opératoire. Donc voilà les grandes demi-journées d'un chirurgien.
Et là-dessus, vous rajoutez les gardes, parce que toutes les spécialités chirurgicales sont des spécialités à garde. Donc, les spécialités à garde, donc, globalement, on les connaît. Il y a bien entendu les réanimateurs, les cardiologues, les neurologues. Enfin, en fait, il y a de garde dans un établissement public, à peu près tous les soirs, un médecin spécialiste pour toutes les pathologies urgentes qui peuvent arriver. Si vous faites un AVC, il y aura un neurologue. Si vous faites un infarctus, il y a un cardiologue. Il y a évidemment un pédiatre. Il y a évidemment un gynéco-obstétricien, des sages-femmes. Enfin, et donc, quand vous faites de la chirurgie, hormis donc si vous êtes dans une clinique qui ne participe pas du tout donc à la permanence de soins et donc à la garde, mais c'est quand même de plus en plus rare, vous serez des gardes. Et donc, les gardes, c'est qu'à la fin de votre journée, à 18h30, 19h, donc soit vous êtes de garde sur place, comme sont les cardiologues, les réanimateurs, ou parce que pour le coup, sont de garde sur place ceux où les malades arrivent directement, soit vous êtes d'astreinte. Et donc, vous rentrez à la maison avec un téléphone qui va sonner et où vous allez éventuellement retourner à l'hôpital, faire une intervention, faire une consultation ou donner un avis téléphonique à vos collègues. Et les astreintes, eh bien, ça dépend du nombre d'équipes. Alors, l'équipe de chirurgie pédiatrique, c'est une petite équipe. Il y a 4. On est 4. Donc, on est d'astreinte un jour sur 4 et un week-end sur 4. Donc, ça fait partie des contraintes du métier. Et il faut savoir que, c'est comme vous faites donc, de temps en temps la maison médicale de garde. Ce sont des métiers. Les malades, ils sont malades tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit, à Noël, à Pâques et les jours fériés. Et donc, quand on s'engage dans les métiers du soin, il faut savoir qu'à un moment ou un autre, il y aura quelqu'un tout le temps, même le 31 décembre, il y a des médecins pour s'occuper des malades. Et donc, on ne peut pas se dire qu'on va faire ce métier-là de 8h à midi, de 14h à 17h et ne jamais travailler les week-ends et le jour férié et être systématiquement en vacances du 14 juillet au 15 août. Ça, on en reparlait tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Il y a tout le temps quelqu'un qui doit être là et donc il faut se répartir ces contraintes. Donc voilà, il faut en être conscient, mais je pense qu'on a en contrepartie, c'est un métier où vous avez la reconnaissance des gens. Vous prenez soin. Et donc les gens, ils viennent la plupart du temps quand même, ils vous disent merci. Et ça vaut... alors c'est un métier où il y a encore une certaine aura, on va dire, sociétale, et on a une vraie reconnaissance quotidienne des gens qu'on prend en charge. Et donc ça, tous les jours, ça permet de contrebalancer les contraintes, parce que sincèrement, un week-end sur 4, c'est une contrainte. Mais quand vous avez pris en charge un dimanche après-midi un gamin qui s'est cassé le bras et que vous avez réussi à le rassurer lui, à faire en sorte qu'il ait plus mal et que ses parents sont rassurés, et vous allez avoir le résultat immédiat, c'est leur satisfaction et leur remerciement. Et donc, c'est un métier où on est extrêmement valorisé par ces contacts-là. C'est pareil en psychiatrie, avec la spécificité qui est que le métier de psychiatre, finalement, il peut être exercé de plein de façons différentes, soit en libéral, installé dans un cabinet, où on ne fait que de la consultation. Et donc, c'est un travail qui est plutôt de 9h à 18h30. Parce que les psychiatres, ça leur prend beaucoup la tête de travailler. Mais c'est vrai qu'ils travaillent globalement sur des créneaux horaires plus courts que les autres spécialités. Donc, soit on a cette possibilité d'exercice, qui est un exercice un peu particulier, parce que cet exercice-là, on le fait plus seul que le reste de l'activité psychiatrique, qui, à l'inverse, se fait excessivement entouré. Donc, cette activité particulière, c'est éventuellement sans garde. Donc, c'est une des spécialités où on peut ne pas avoir de garde quand on fait du libéral. Et puis, il y a de l'autre côté la version hospitalière du métier. Et quand on est à l'hôpital, eh bien, c'est exactement ce que rapportait Cynthia, avec les mêmes contraintes que les chirurgiens. On est d'astreinte, on n'est pas nombreux non plus, donc on est d'astreinte régulièrement. On peut être appelé à 3h du matin parce que quelqu'un s'agite énormément aux urgences. On peut être appelé parce que quelqu'un ne va pas bien dans l'unité d'hospitalisation et qu'il faut intervenir tout de suite. Donc on a vraiment une diversité d'exercices très intéressante.
Et pour quand même faire aussi un peu la pub du métier, il n'y a pas de raison, c'est un métier qui est un peu particulier en médecine, parce qu'il est particulièrement à la croisée de nombreuses spécialités, enfin de nombreux courants de pensée, que ce soit de la psychologie, de la sociologie, de la neurologie, de la neuropsychologie. Enfin, c'est vraiment une spécialité qui est très intermédiaire. Et c'est la raison pour laquelle, en contexte hospitalier, on travaille avec une ribambelle de professionnels. Je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierais et ce ne serait pas bien. Mais on est vraiment des équipes excessivement nombreuses avec des patients qui vont avoir des prises en charge complètes, avec tout un panel de professionnels qui vont s'en occuper. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant en psychiatrie, qui touche aussi le droit. Alors, je n'avais pas fait le lien, mais maintenant, merci, je l'ai fait ce soir. Qui touche aussi le droit, parce qu'en psychiatrie, c'est la seule spécialité en médecine où on peut avoir à soigner des gens contre leur gré. Dans toute la médecine, en fait, les gens viennent parce qu'ils se sont cassés le bras et qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les prenne en charge. Mais quand quelqu'un a un trouble délirant et pense qu'il est Napoléon, il n'a pas toujours envie qu'on le soigne, en fait. Il est très content d'être Napoléon. Et donc ça, c'est une discipline particulière où on a parfois la nécessité de soigner des gens contre leur gré. Et c'est vraiment propre au métier de psychiatre que d'avoir à faire ces choix-là. Donc c'est des choix que le médecin doit faire. C'est quelque chose qui l'engage d'un point de vue médico-légal. Et il doit le justifier auprès de la justice de pourquoi il l'a fait, de comment il l'a fait. Et donc c'est voilà, une spécificité du métier qui est intéressante parce que ça ajoute aussi cette partie-là. À l'hôpital, les horaires, c'est globalement les mêmes qu'en libéral. Les jeunes psychiatres travaillent un peu plus tard quand même, et avec des activités qui sont excessivement variées, puisque bien entendu, il y a la consultation. Il faut bien rencontrer les gens, il faut bien les suivre, il faut bien renouveler leurs ordonnances. Mais il y a également tout un tas d'activités, parce que les soins en psychiatrie, ce n'est pas uniquement le traitement. Et je vous ai dit qu'il y avait tout un tas de professionnels. Donc il faut coordonner ces professionnels, il faut choisir les soins les plus adaptés pour les gens. Donc on a beaucoup de réunions entre les professionnels. On peut avoir des activités qui sont très... de la consultation, de l'écoute, du suivi de ce type-là, mais on a aussi des actes en psychiatrie, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des thérapeutiques de type groupe spécifique avec des techniques très particulières pour prendre en charge des maladies données. On a des choses un peu plus futuristes de thérapie magnétique, transcrânienne, enfin voilà, on a des trucs très électriques. C'est une spécialité qui est en train de découvrir pas mal de choses, parce que c'est une spécialité qui a pris beaucoup de retard par rapport aux autres spécialités médicales. Et donc, c'est une spécialité qui est en train d'évoluer énormément et qui devient de plus en plus intéressante.